Bien. Si vous voulez bien vous installer. Question, est-ce que vous pourriez préciser tous les deux sur les responsabilités, entre guillemets, le fait qu'on soit une association de la 1901 et donc le fait que nous remplissons des missions de service public sans être un service public directement attaché à l'État, comme c'était évoqué tout à l'heure. Et la question, comme c'est une association, se pose autant à nous professionnels qu'aux administrateurs, membres du conseil d'administration. Je pense que ça, en tant qu'administrateur et donc à l'association représentant la politique associative, c'est une question qui peut se poser aux administrateurs. Merci Patrick. Autre question sur les deux points. Francisco. Merci. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de la loi de compris par rapport au règlement intérieur, qui autorisa les entreprises à introduire un règlement intérieur sur la neutralité des cités. Est-ce qu'on peut faire des liens avec les statuts quand on est une association d'évaluation? Merci Francisco. Est-ce qu'il y a une ou deux questions complémentaires? C'est déjà deux questions assez vastes, je pense, qui permettront aux deux intervenants de développer. Je veux tout simplement, dans la prolongation de Patrick, on est confronté à je veux avoir une question assez précise, une réponse précise sur oui ou non, en tant que manager, on peut accepter un signe religieux porté par un professionnel. C'est une question qui s'est invitée à plusieurs reprises dans l'assaut, et j'aimerais que vous puissiez pousser, alors ça va dans la ligne un peu de ce que dit Patrick, pousser un peu votre analyse sur cette question pour nous éclairer sur des décisions éventuelles à prendre par le conseil d'administration. Bien. Alors, certaines questions, j'insiste, j'ai demandé à ce qu'on me les pose. Je suis clairement en fait honnête avec les gens, sinon ce serait pas correct. J'aime bien faire ça. J'ai un vrai problème, j'ai un vrai souci sur un texte de loi qui est sorti le 24 août 2021, renforçant les valeurs de la République. Cette loi, qui était historiquement, je ne sais plus si vous vous souvenez, appelée loi contre les séparatismes, a imposé dans son article 1 un engagement et la signature d'un contrat d'engagement républicain pour les associations. Alors, moi, d'entrée, quand j'ai vu ce texte, je me suis demandé quelle allait être la portée de cet article de la loi, c'est son article 1. Effectivement, comme disait Patrick, historiquement, on distinguait les associations dites d'utilité publique d'associations ayant une délégation d'utilité publique. Donc une association qui a une délégation de service public est tenue à une obligation de neutralité. C'est par exemple le cas des missions locales. Une mission locale associative, être mission locale, c'est une délégation de service public qui impose la neutralité pour ses agents. Le problème, c'est que dans l'article 1 de la loi, on ne vise pas seulement l'engagement républicain, on vise également des structures, des associations qui répondent à des appels d'offres. Lorsqu'on répond à un appel d'offres, on va devoir ou pas avoir à engager une démarche de neutralité de l'ensemble des agents. Alors, je prends toujours le même exemple, on l'a eu ça souvent, ce sont les agents d'entretien qui arrivent par le biais d'entreprises privées faire des entretiens dans un ministère, dans une mairie. Sont-ils ou pas tenus à l'obligation de neutralité? Donc vous voyez que l'enjeu derrière, il n'est pas moindre. Comme je le disais, moi je suis clair, la tension autour de l'expression religieuse est vraiment à son paroxysme. Il y a un certain nombre de partis politiques qui militent aujourd'hui pour quasiment l'interdiction du voile, cette obligation de laïcité qui serait devenue une obligation. Après, c'est un choix sociétal, moi ça ne pose aucun problème.
Le seul problème, c'est que du coup, ça doit interroger la pratique des structures. Alors, si je reprends par exemple le contrat d'engagement républicain, en son article 1, des fondations, etc., etc., article 1, respect des lois de la République, article 2, engagement, liberté de conscience, liberté des membres de l'association, etc. Bref, en fait, vous êtes obligé de signer ce document. Sinon, vous n'aurez pas de subvention. La région a fait la même chose, vous avez un contrat d'engagement. Le seul problème, je le dis, et j'insiste lourdement, c'est que, pour moi, l'arrière-pensée, dites ou pas, c'est cette obligation de neutralité qui risque de s'imposer de plus en plus dans notre société. Et donc, du coup, c'est l'article 1 de la loi El Khomri, donc qui dit, je répète le texte, le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux. Donc, aujourd'hui, à ce jour, non, un directeur général, fût-il directeur général et une présidente de conseil d'administration, fût-elle président, ne peut imposer à un ou une salariée d'enlever sa croix ou d'enlever son voile. Ça n'est pas permis, ça n'est pas légal, parce que vous êtes une association privée, pas reconnue d'utilité publique avec délégation de service public. Est-ce que je suis clair là-dessus? Par contre, on l'a vu, vous avez vu à quel point ce sujet est sensible. Donc, on aura un problème d'expression de ça. Moi, je suis absolument pas pour la contrainte de ne pas penser ou de ne pas avoir de croyances. Mais je rappelle quand même qu'on peut parfaitement avoir des croyances et travailler quand même. Notre boulot à nous, c'est pas d'imposer nos croyances, nos dogmes, nos religions. Notre boulot à nous, c'est de tenir compte de l'autre. Nous, on accompagne les autres. On n'accompagne pas nous-mêmes en fonction de ce que nous, on pense. C'est ce que je me permets de rappeler. Donc, les éducateurs, historiquement, ne se posaient pas la question, je me souviens, on ne s'est jamais posé la question de savoir quelles étaient nos convictions religieuses. On fait notre boulot. Donc, en fait, introduire la neutralité dans des structures comme les nôtres, c'est sécuriser nos pratiques aussi. C'est éviter qu'à un moment donné, on arrive dans des enjeux et dans des débats. Alors je prends l'exemple parce que celui-là, il date d'il y a même pas un an. Voilà une jeune fille qui travaille pour une grosse association médico-sociale qui est... Alors, au début, elle arrive avec un bandana, on va dire comme ça. Et sa chef de service remarque le bandana, et sa chef de service lui dit « Tant que t'exagères pas, en gros, ça ira. » Sauf que petit à petit, du bandana, ça va arriver au voile, jusqu'au moment où elle va être voilée complètement. Ça dure depuis 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, il y a une assemblée générale sur la laïcité. Alors, je ne dis pas, dans la structure associative. Le directeur général, je connais un peu, je suis pas un spécialiste non plus de la diplomatie, arrive, repère cette fille, et elle se fait laminer devant tout le monde. Mais comment, c'est quoi cet accoutrement? Vous n'êtes pas autorisé à porter un voile ici, etc. Ouah, une violence en termes de gestion des ressources humaines, c'est un peu violent. Et donc, moi, elle me saisit, pour des tas d'autres raisons, elle m'envoie se mettre pour m'expliquer ça, elle saisit la préfecture, pour dire ça. Et donc, du coup, je demande immédiatement le retour, le règlement de fonctionnement de l'établissement. Et les statuts règlement intérieurs de l'établissement. Et là, je m'aperçois qu'en fait, l'association, ce que sont en train de faire beaucoup d'associations dans le Nord, elles sont en train de changer petit à petit leur statut associatif, justement, pour intégrer dans leur statut associatif cette clause de neutralité, pour après l'imposer, après aux agents. Donc, le débat que vous avez, ou que vous allez avoir, c'est vous anticiper ce qui risque de se passer demain, soit vous le faites vous-même au titre de la liberté associative qui reste encore la vôtre pour l'instant, profitez-en, soit on risque de devoir avoir à se le voir imposer, et c'est pas la meilleure des solutions. Je préfère qu'on puisse travailler sur cette liberté qui est la nôtre, de dire on choisit notre neutralité et on choisit l'expression de cette neutralité. Parce
c'est un vrai choix. Et j'insiste personnellement en rien, ça ne changera nos compétences et notre exercice professionnel. Est-ce que j'ai à peu près répondu à la question? Alors, donc personne ne dit rien, juste une chose, parce que quand même, moi ça m'avait, ça a été important. Je rappelle qu'il existe une prière juive, on a parlé beaucoup de la religion juive, c'est le sujet. Il existe une prière juive à la République française. Prière qui date de 1804, qui a été faite après la mise en place du consistoire juif en France. Alors, sur la pratique religieuse, moi j'ai travaillé beaucoup à un moment donné avec la communauté des Sénégalais de la région parisienne. Et les Sénégalais de la région parisienne avaient une pratique que j'adorais, qui était de dire, qu'on leur servait un verre d'alcool et ils disaient, dans le Coran, il est dit que tu ne boiras pas la première goutte d'alcool. Ça, c'est des machins qui s'est dit tout ça. Donc tu ne boiras pas la première goutte d'alcool. Ils trempaient leurs petits doigts dans le verre, jetaient la première goutte et buvaient. Je trouve que c'est une interprétation de la pratique religieuse relativement intéressante. Dernière chose sur à quoi je suis des fois confronté. J'ai un problème avec avec la kafala. Alors je vous en parle parce que vous êtes des travailleurs sociaux et que c'est un sujet qui peut vous arriver un jour. La kafala, K-A-F-A-L-A, c'est un acte de recueil d'enfants qui est reconnu dans les pays du Maghreb, notamment en Algérie et au Maroc. Donc c'est un document parfaitement légal. Et ces genres d'adoption, on va dire comme ça, ces genres d'adoption, pourquoi? Parce que dans les pays de droit musulman, historiquement, il existe un verset du Coran que j'adore, qui dit qu'un enfant ne peut être issu de deux fleuves. Elle est belle cette image. Et donc qui interdit la notion d'adoption telle que nous, on la connaît en France. Et donc, on a créé ce qu'on appelle les kafalas, kafala notarié ou kafala judiciaire. Et donc, le consulat du Maroc, pour le Nord notamment, demande au département du Nord, au service de protection de l'enfance, au service d'adoption, si vous préférez, de faire des enquêtes pour les kafiles, c'est-à-dire ceux qui vont prendre en kafala un enfant. Et dans le Nord, c'est le seul département qui fait ça. Dans le Nord, les travailleurs sociaux s'y opposent au motif que c'est une atteinte à la séparation des églises et d'État et à la laïcité. Pourquoi? Parce que pour être kafil, il faut être musulman. Mais est-ce qu'on a demandé aux travailleurs sociaux d'aller vérifier que les gens pratiquaient, allaient à la mosquée et savaient ce que c'était qu'une soirée? On leur a jamais demandé ça. On leur demande simplement d'aller visiter un logement qui accueille un enfant en espérant que la greffe se passe bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est un acte de recueil d'enfants. Qu'est-ce qu'on vient me chercher? La séparation des églises et de l'État ou l'atteinte à la laïcité? Ça, c'est des sujets qui m'énervent. Excusez-moi. Voilà. Oui, je trouve que c'est intéressant que ça t'énerve. C'est intéressant que ça t'énerve parce que ça dit quelque chose dans la discussion qu'on a depuis ce matin, des confusions, des malentendus, ce qui rend effectivement un peu complexe, d'une part, l'appréhension du principe de laïcité, mais également, du coup, ce que j'appellerais, moi, l'application concrète. Or, c'est un principe, et c'est également au nom de la laïcité qu'on dit une chose et son contraire. Moi, j'ai été un jour dans une je ne sais plus si c'était un IME, enfin, il y a longtemps, où je discutais avec la présidente. C'était la présidente de l'association qui gérait plusieurs établissements, dont des IME. Et elle me disait, mais un jour, j'ai entendu deux sons de cloche. Dans un des établissements de l'association, il y avait des gamins qui avaient dit quasiment du jour au lendemain, de façon un peu revendicative, oui, maintenant nous on veut manger halal, donc il nous faut du halal, de la viande comme ça, etc. Un peu revendicatif. Et puis la même chose dans un autre établissement. Et elle me disait, le souci que j'ai, c'est qu'il y a eu des réponses contraires qui ont été adoptées d'un point de vue pragmatique. Il y a eu un établissement où ce qui a été dit, c'est au nom de la laïcité, le débat est clos. Il n'y a pas de halal, il n'y a pas de se poser la question.
Et un autre établissement dit au nom de la laïcité, quand on ira en transfert, il y a une boucherie musulmane pas loin, il y a une éducatrice qui a dit moi je peux acheter du halal, je connais, etc. Donc déjà, premier problème pour la présidente de l'association, au sein même de l'association, des réponses très différentes. Et puis surtout, cette présidente, elle était également très très concernée par ce qui se passait dans ces établissements du point de vue de ce qui se jouait pour les gamins. Et elle disait qu'on a perdu de vue le minimum de questions à se poser. Qu'est-ce qu'ils nous disent les gamins à travers ça? Là, je reviens sur les objets à moi. Qu'est-ce qu'ils nous disent à travers ça? Pourquoi tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, il y ait du halal demandé? Par qui c'est demandé? Comment ça se passe pour les gamins? Est-ce que ça dit quelque chose d'une autodéfinition de soi, au halal? Pourquoi? C'est-à-dire qu'on avait perdu de vue, de son point de vue pour le coup, on avait perdu de vue, le professionnel a perdu de vue, le minimum c'est évidemment forcément quand les gamins donnent à voir quelque chose d'un point de vue collectif, ben on en fait quelque chose, on travaille, on discute, on interroge. Tout de suite la réponse c'était tac, au nom de la laïcité on répond comme ceci ou comme... C'est pas un couteau suisse la laïcité, alors moi ça m'énerve par exemple. La laïcité couteau suisse ça m'énerve. Enfin ça m'énerve, ça m'agace un peu. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes dans les banlieues, la laïcité. Il y a des problèmes à l'école, la laïcité. C'est complexe, toutes ces questions. Et pas simplement d'un point de vue juridique, comme tu l'as rappelé, mais d'un point de vue, c'est ce que je porte un peu effectivement comme analyse, d'un point de vue de ce que ça dit des comportements des hommes. Cette référence aux religieux. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, des jeunes sont plus religieux que leurs parents, fassent la leçon à leurs parents? Tu pratiques pas comme il faut. Alors on est là, ah bah ouais, c'est bizarre, il y a des changements de génération, c'est pas nouveau qu'il se passe pas la même chose de génération en génération. Et moi je trouve que dans notre champ médico-social, éducatif, et j'ai bien aimé ce que monsieur a raconté de l'évolution, de la manière dont les parents vont vers les institutions. Je trouve que c'est très important, on sait dans notre secteur que c'est très très important, ça, aussi bien dans votre sous-secteur, si je veux dire, ou champ spécifique, que globalement dans le socio-éducatif et dans le médico-social. Donc, parfois, la laïcité, c'est un paravent. Ça fait paravent. Y compris, on mobilise la question de la laïcité comme empêchement de penser. Parce que tout n'est pas atteinte à la laïcité. Bien sûr qu'on peut se questionner sur, par exemple, un éducateur un jour qui m'a dit moi, par rapport à mes convictions, je ne touche pas les filles. Bon, les adolescents. Moi, dans ma tête, je me suis dit, il vaut mieux pas, effectivement. Mais j'ai pas fait du goût parce qu'il me dit ça de façon très. Mais je lui dis, mais d'accord, ok. Mais s'il y a deux filles qui se battent, vous les laissez se battre, vous êtes le seul éducateur, vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le bout. Vous les laissez se battre? Ah non, bien sûr, j'interviens. Je dis, alors je fais exprès, je dis, écoute, là, avec le corps de place, etc. C'est-à-dire, au final, et c'est pour ça qu'effectivement, je me questionne aussi sur cette dimension de neutralité qui peut être, si elle n'est pas travaillée, qui peut être vraiment très questionnante. C'est que ce qui compte au final, c'est le cœur des missions, qui peuvent être différentes suivant les institutions. C'est ça qu'il faut mettre au travail. C'est pas au nom du principe de la laïcité, on va décliner nos missions. Bah non. Enfin, moi je le suggère comme cadre de réflexion. C'est plutôt dans nos missions comment, effectivement, on est bien contraint de respecter depuis cette loi et d'autres d'ailleurs, et effectivement comment ça nous empêche quand même, ça nous permet de se vivre ensemble, parce qu'effectivement, je pense que quand je disais il y a du boulot, c'est que c'est pas si simple que ça, parfois la laïcité c'est aussi la multiplicité des convictions qui ne sont pas toutes les mêmes. Alors on fait comment? Est-ce qu'on se dit comme c'est pas toutes les convictions ne se ressemblent pas, donc on va pas privilégier l'une par rapport à l'autre, comment on tient ensemble ce que j'ai expliqué des trois sous-principes. La laïcité, c'est pas uniquement la liberté de conviction assurée par la République et de culte, c'est pas uniquement l'égalité de traitement, et c'est pas uniquement la non-domination de la religion sur la société civile et sur l'État. C'est les trois en même temps. Il faut faire tenir les trois ensemble. Et c'est là où, effectivement, il y a du boulot, parce que c'est des êtres humains qui font vivre ces demandes ou ces dimensions de croyances et pratiques. C'est pas des robots. Un autre exemple, si vous voulez bien, et après je m'arrête. Un autre exemple, un jeune garçon un jour est venu voir une éducatrice dans le cadre, je crois que c'était, vous savez, les premiers temps d'entrer dans une MEX. Il y a le contrat de séjour, c'est ça, ouais. Et puis le gamin il arrive, oui, je préviens, moi je suis musulman, donc je veux faire comme madame, à côté l'ado, quoi.
Et chef de service lui dit, bah oui, bah, alors il faut que tu saches qu'on organise ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas été surpris, évidemment, hein. Le chef de service échange avec lui sur ces propos-là. Et puis il lui dit, puis tu verras, il y a d'autres gamins, on connaît bien l'imam de la mosquée du coin, etc. Et le môme, je vous assure que c'est vrai, le môme il dit, c'est quoi une mosquée? Alors vous allez dire, c'est un peu extrême, c'est pas tous les gamins, mais ça dit bien quelque chose aussi, c'est pas généralisé bien sûr, de l'importance de ne pas, et je répète un peu, je m'en excuse, mais c'est parce que moi je trouve que c'est une piste de travail, y compris même pour travailler sur la question de la laïcité, de ne pas se suffire d'affirmation de quelque chose qui serait d'un dogme à respecter pour travailler ces questions dans les missions éducatives. J'avais envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi au départ, mais voilà, j'aurais dû dire ça. Alors je rappelle un principe, la foi n'est pas la loi. Ça, je veux que vous le gardiez en tête et je vais vous donner un terrible exemple d'une actualité terrible. Je vous invite pas, parce que c'est terrible, à lire le rapport Sauvé, Jean-Marc Sauvé, SAUV, sur les maltraitances sexuelles dont ont été victimes près de 300 000 mineurs entre 1970 et l'an 2000 en France, du fait d'abus sexuels commis notamment par l'Église. Toute la question a été la portée du secret professionnel. Je rappelle que depuis 1974, le secret de la confession a été assimilé au secret professionnel. Et certains prêtres, et notamment un cardinal, Barbarin, pour ne pas le citer, celui qui avait dit les faits sont prescrits, Dieu merci. Il a dit ça. Les faits sont prescrits, Dieu merci. C'est la loi qui permet la prescription. Personne d'autre, je rappelle. Et donc, Barbarin dit ça, et sous prétexte de secret de la confession, on ne révélerait pas des informations qui sont de l'ordre du crime et du délit. Or, je rappelle qu'un crime, c'est un crime. Un péché est un péché. Un péché peut être absous par la confession, pas un crime. C'est deux choses totalement différentes. Je me permets de rappeler. Ça, c'est un sujet important. Ça, c'est pour le plaisir. C'est un arrêté municipal de 1918, sur la tenue qu'on doit porter quand on va se baigner. Ça rappelle des choses, ça, pourquoi pas, hein? Donc je rappelle la tenue qui était permise. Il est permis de se baigner entre ces deux points, sauf dans le port, à condition d'être muni d'un costume de bain complet, maillot pour les hommes, blouse et pantalon pour les dames, et de se déshabiller, de s'habiller dans des cabines où tentent convenablement à l'abri des regards. C'est juste pour le plaisir. Ça renvoie à un concept qui a été à un moment donné le problème de la question du burkini. Je rappelle qu'aucun texte de loi n'impose à qui que ce soit d'être habillé de telle ou telle manière quand on est sur une plage. Je rappelle ça, c'est la loi. La seule chose qui est interdite sur les plages, c'est la nudité. Il y a des réserves en France pour ça. Ils ont créé des réserves. Ça s'appelle des réserves. Je ne sais pas ça s'appelle. Mais c'est la nudité. Toute autre tenue vestimentaire est parfaitement reconnue. Moi, je vais vous inviter quand même à apprendre à connaître une religion qui commence par cette phrase « que la lumière soit » et qui s'appuie sur un texte qui s'appelle « L'évangile du monstre en spaghetti volant » ou pas une religion. Or, dans la définition du Conseil d'État, il est dit un culte, c'est une réunion, une association réunissant un certain nombre de personnes ayant les mêmes croyances autour de certaines pratiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut. Moi, j'habite pas loin d'un DAST à côté d'un grand stade, à côté de supporters. Je pense que c'est un culte. Les supporters, c'est des cultes.
Mais voilà, donc c'est juste pour vous rappeler que c'est des questions qu'on se pose